pendant la guerre, donc on a vécu la guerre comme tout le monde, c'est-à-dire dans les caves, etc. On faisait toujours très attention, il y avait des sirènes, il y avait des alertes, fin d'alerte, etc. Donc, ah ben là, c'était une, comment dire, une possibilité de bombe qui allait tomber dans le village où, enfin, là où on était. Donc, il fallait se planquer, comme on disait. Donc, on allait dans les caves. Il y avait sur certaines maisons abri. C'était écrit au pochoir. C'était un pochoir bleu, abri numéro 14, abri, ou non, pas numéro 14. Non, je dis des bêtises. C'est abri 17 personnes. Abri 12 personnes, abri 3 personnes, voilà, il y avait ça. Donc on avait le droit de rentrer et d'aller tout de suite dans la cave pour attendre. Et il y avait une sirène différente, enfin c'était évidemment la même, mais c'était simplement 2 coups de sirène qui disaient c'est la fin de l'alerte, vous pouvez ressortir, les avions sont passés. Puis fin août, le bruit du canon est perçu venant en direction de Toul. Des colonnes de soldats allemands en retraite traversent Frouard. Une compagnie d'artillerie prend possession des champs et vergers situés en face du lotissement du Douer. Comment ils ont bombardé, ils ont arrivé à 9h du soir et tout. Mon père m'a attrapé dans le petit lit que j'avais, avec mes sœurs et tout, et on est parti chez Bidu, la 3e maison en descendant de l'Yverdun, qui avait une cave voûtée. Et tout le quartier là, venait se réfugier chez Bidu. Et après, ils m'ont ramené, quand l'alerte a été finie, il y avait des alarmes. Hein. Ils sont rentrés ici, donc ça fait quoi, 100 mètres, même pas. Hein. Ils m'ont recouché dans mon lit. Et le lendemain matin, quand ils m'ont réveillé, ils m'ont pris, il y avait plein de plumes avec. Et quand ils ont regardé, ils ont ouvert les volets puis tout, et il y avait dans le dredon le truc d'obus là, dans le lit. J'aurais été là, ben j'étais tac. On est allé là et les gens s'asseyaient là, se sont assis au milieu de la route en attendant que ça se passe, mais ils n'étaient pas dans des maisons, donc il ne risquait pas d'avoir des décombres qui tombent sur eux. Ma mère m'a empoigné par les cheveux, ça je me souviens. Je m'en souviens encore parce qu'elle m'a fait très mal. Elle m'a on descend. Voilà, on descend. Voilà, ça voulait dire, il y avait la grand-mère qui était dans le lit aussi, parce que c'était du campement, hein, évidemment. On était arrivé chez les gens la veille au soir, rien n'était prévu. Donc on descend. On était à l'étage, on était au rez-de-chaussée, puis au sous-sol. La cave, plus exactement. En fait, il y a une pompe qui est tombée entre la maison d'Evader et la maison, je ne sais plus comment s'appelaient les pâtissiers qui sont maintenant à la place de la Couronne. On était, nous, déjà à la cave. Hein. Alors maintenant, on va partir parce que tout le monde voulait partir. On ne savait plus trop où aller, hein, évidemment. Alors, c'est pendant cette nuit-là que la maison où habitaient mes parents était complètement détruite. Hein. Il y a une bombe qui est tombée carrément dessus. Hein. Donc, elle a traversé la maison jusqu'à la cave et a tué, je crois que c'était 17 personnes. Ouais. Le 7 septembre, peu avant midi, un soldat allemand frappe à toutes les portes des habitations de l'avenue du Douer pour nous dire sans ménagement de quitter les lieux dans les 3 quarts d'heure qui suivent. Ordre nous est donné de laisser les portes ouvertes, les clés sur les serrures. Donc nous étions une famille de 6 enfants. Nous habitions au 13 route de Champignol à l'époque, maintenant c'est le 31 rue de Nancy, mais c'est la même maison. Et on était trop près du triage de Champignol, triage ferroviaire. Donc on a été sommés de partir, autrement on ne touchait plus les tickets de rationnement. Nous supprimer les tickets de rationnement si on ne partait pas de là. Donc papa travaillait à la ruche de Pompée à l'époque, et il naviguait dans tout le secteur. Il nous avait trouvé à Custine 2 pièces
enfin, chez Madame Mican, que ça s'appelle, c'est là où il y a le supermarché maintenant, c'était là à peu près. Et on avait une petite cuisine, puis une chambre pour mes parents et mon plus jeune frère, qui était de 43, donc il avait 2 ans. Et nous, on avait trouvé une pièce après une cour dans une femme que son mari était prisonnier, qu'on connaissait quand même, il nous avait fourni une chambre, donc tous les 5 on couchait dans la même chambre, quoi. Et le 15 septembre, quand c'était bombardé, on avait une cave voûtée en dessous, heureusement on était tous réfugiés là, il y a même des Allemands qui étaient là, qui criaient Retourne quand ils entendaient les bombes tomber. Et c'est les Canadiens avec des petits c'était des petits avions bombardiers à 2 queues qui nous canardaient. Mais parce que le dimanche d'avant, il y avait plein d'Allemands de Nancy, dans Custine, pardon, et ce jour-là, il n'y en avait plus. Et c'est là, ce jour-là, qu'ils ont bombardé Pompée aussi, la place du 15 septembre aussi, à Pompée, tout ça, c'était ce jour-là, quoi. Et quand ils ont appelé les hommes après pour reboucher les trous dans la route, parce qu'il fallait qu'ils bougent, les Allemands. Et quand on est sortis, nous, tout autour, c'était le feu. Toutes les maisons étaient en feu et nous, on n'a pas été touchés. Pourquoi? Et il y a une famille de 6 enfants aussi, de Custine, une bombe les a tous ensevelis. Peu de temps après, une autre bombe qui tombe, ils ont tous ressorti. Et il y a un gamin de mon âge qui a été tué, qui a tapé là. Il a le crâne contre une poutre. Tout le monde a cru que c'était nous, mais c'était pas une chance. Et le pont ne s'était cassé vraiment que sur une arche. Le reste c'était à peu près valide. Mais il fallait donc descendre. Alors c'était très pentu et plein de gravats. Il fallait descendre jusque dans l'eau, mais il n'y avait plus d'eau, c'était de la terre qui était là, hein, jusque au niveau de l'eau en gros. Il fallait descendre, mais c'était pas plan, hein, c'était des cailloux, des pavés, hein, tous les restes d'explosion. Et puis il y avait une échelle, et il fallait grimper à l'échelle pour rattraper la route qui était sur le pont. Et c'était très long, et moi je voyais ça très haut. Alors j'ai grimpé à l'échelle, et je me souviens on a eu beaucoup de problèmes avec ma grand-mère qui vivait avec nous, et qui avait, je pense, une 60aine d'années, mais qui à l'époque, 60 ans, c'était déjà pas mal vieux. Et elle avait des problèmes de jambes, et là vraiment, elle a eu certainement du mal. Ça a duré longtemps. Et puis il y avait des gens avec des poussettes d'enfants, c'était un genre de débâcle, quoi, mais en miniature, si je vous dis. Et puis les gens partaient après vers Froid, Champigny, peut-être Nancy. Parce que j'étais tout seul, et là pour la première fois j'ai vu la mort. Les Américains sont arrivés, on doutait qu'ils étaient dans le secteur, et d'un coup on voit une Jeep qui descendait juste en face de l'intermarché, le petit marché, la Gamebrook, qui montait, c'était un chemin de forêt à l'époque, c'était la Chavée, on appelait ça. Et on voit une Jeep arriver, on dit ça y est, les Américains total, il y avait un Allemand assis sur le capot qui se tenait après la barre de protection quand ils leur mettaient des fils pour leur couper la tête. Les Jeeps, ils avaient une grosse cornire pour empêcher de se faire couper la tête par le fil, quoi. Et l'Allemand était sur le capot. Quand tout le monde se sauve, dit ça y est, c'est les Allemands, total. C'était pour se protéger, pour que les Américains se fassent tirer dessus. C'était malade. C'est là qu'après on a vu, tout le monde criait heureux d'être libéré par les Américains. Et quand le 8 mai, si on était scolarisé, quand la sirène a sonné, on savait ce que c'était. Hein. L'instituteur n'a pas pu nous garder, il était 16h, il a été obligé de nous lâcher. Hein. On devenait fou dans la classe. Hein. Quand on attendait, on savait ce que c'était. Hein. C'était la capitulation de l'Allemagne le 8 mai.
Et on a commencé à travailler à l'école. Il n'y avait pas d'école. L'école de Frouard avait sauté. Il n'y avait plus. Et donc, on a travaillé dans la mairie, à la mairie, carrément, à la mairie. Et on occupait... Alors, les cours avaient commencé 1 an avant que j'arrive. Et il y avait à ce moment-là une seule classe qui, si je me souviens bien, est actuellement la salle du conseil municipal. Donc, une très longue classe, une très longue salle. Que je trouvais très belle à l'époque, très boisée, etc. C'était très beau, mais je ne savais pas trop ce que c'était qu'un conseil municipal de toute façon. Et on avait un maître extrêmement sévère, M. Mutelet, et donc qui officiait là, mais qui officiait donc la 6e. Et quand je suis arrivé, il a fallu créer une 5e pour continuer la suite de tout le monde, Donc c'est à partir de ce moment-là que nous, on a eu une classe, mais la classe était, alors elle n'était pas belle du tout, parce qu'elle n'était pas terminée. Et il y avait en particulier de grosses planches qui bouchaient la salle des mariages, je crois maintenant. Alors en fait, nous, on avait une classe dans le bureau actuel du maire. Voilà. Alors, on était en gros 40, on était 42 en 6e, la première fois en 42, ça fait quand même pas mal. Et puis 42 également dans l'autre classe, qui était quand même beaucoup plus petite. Et notre cours de récréation, c'était le parking actuel qui est devant la mairie. C'était là, on jouait là. Voilà. Sous l'œil attentif de M. Mutelet, de M. Collot, après il y a eu M. Collot, donc il n'y avait que 2 maîtres, et on a eu un 3e maître pour l'allemand, parce qu'on faisait de l'allemand, on commençait à faire de l'allemand, c'était M. Huguet, qui s'appelait Émile, et que tout le monde appelait Émile bien sûr, qui habitait, je crois que c'est Mallelois ou Fontenoy, il me semble, et qui après a habité en cours de scolarité, qui a dû habiter Frouard.